Table ronde numéro 4, je vois que tout le monde se prépare, vous allez pouvoir monter sur scène. Quelle stratégie de financement, on arrive un peu dans le nerf de la guerre, quelle stratégie de financement d'un projet Deep Tech? Nadia Benallal, Gabriel Lefebvre, vous pouvez monter sur scène et prendre vos places. Damien Breténier, Cécile Passedouet, Alix Jiquel et Abdelkrim Benamar. Voilà, un micro chacun, n'oubliez pas votre micro. N'oubliez pas votre micro, voilà. Et la parole est à vous pour 30 minutes. Merci. Merci. On va attendre Alix qui va nous rejoindre. N'oublie pas ton micro, Alix. Bonjour à tous et à tous. Nous sommes ici pour fermer l'événement avec cette dernière table ronde qui aura pour sujet le financement, sujet tant attendu, je suppose, parmi certains d'entre vous. Pour cela, on a la chance d'avoir une table ronde très complète qui sera constituée de fonds privés, publics, mais également de témoignages. Je vais laisser chacun d'entre eux se présenter très rapidement et on va laisser la parole à Gabriel. Bonjour à tous, donc moi je suis Gabrielle Lefebvre, je suis déléguée innovation chez BPI France et donc je gère l'équipe qui finance les startups innovantes du 94, 77, 93 et bien sûr 91. Merci Gabriel. Abi? Alors je suis Abdelkrim Benamar, je suis le PDG de la société PowerUp qui est une startup qui a 5 ans, une startup Deep Tech et je les ai rejoints il y a 6 mois après un parcours assez long, vous avez remarqué mon âge, assez long dans les grands groupes notamment. Merci. Céline? Bonjour à tous, moi c'est Céline Passedouet, je suis chargée d'investissement chez Elaya qui a un fonds VC. J'ai rejoint l'équipe il y a 1 an, avant ça j'avais fait une école d'ingénieur et ensuite je suis passée côté finance où j'ai travaillé quelques années avant de rejoindre Elaya. Damien qui est avec nous. Merci Nadia. Donc, bonjour à tous. Donc, Damien Breténier, moi je travaille chez Supernova Invest. Je travaille depuis 2 ans et demi et avant j'avais travaillé 14 ans dans l'industrie, principalement l'industrie semi-conducteurs, sur le sujet de business development et de gestion de programmes d'innovation. Et enfin, Alix. Donc bonjour, Alix Jiquel, je suis professeure des universités et j'ai créé ma société il y a 6 ans qui s'appelle Diam Concept et qui élabore des diamants tout à fait merveilleux pour mettre sur les doigts, sur le cou, mais aussi pour la haute technologie. Merci Alix. Et donc je suis Nadia Benallal, déléguée générale de la French Tech Paris-Saclay. J'ai l'honneur du coup d'animer cette table ronde sur les stratégies de financement. On va commencer par les bases, d'abord par les fonds publics qui nous seront présentés ici par Gabriel Lefebvre. Gabriel, pouvez-vous nous donner un peu la roadmap idéale de fonds publics et à quel moment BPI France aide financièrement ce type de profil de start-up assez particulière, hein, puisqu'on est sur des start-up deep tech? Oui. Donc là, j'ai préparé une petite slide que vous pouvez voir qui explique un peu notre intervention chez BPI France, qui va de la création vraiment de la start-up deep tech jusqu'à sa croissance. Et la première brique d'accompagnement dans le plan deep tech, c'est le concours HPHD. Donc c'est vraiment un concours très en amont qui est de l'accompagnement pour les chercheurs, les doctorants qui ont soutenu depuis moins de 3 ans, qui ont évidemment un projet d'innovation de rupture issu d'un labo et accompagné par un OTT. Et les chanceux lauréats ont droit à un accompagnement pendant 1 an d'un mentorat par un entrepreneur expérimenté, de la visibilité nationale du projet, des ateliers collectifs et également de la mise en relation avec des acteurs de la deep tech et de leur secteur d'activité. Donc c'est vraiment le premier accompagnement, même pas financier, mais en tout cas le premier accompagnement quand on a l'idée, quand on a envie, on peut postuler à ce concours pour se structurer un peu avant de se lancer. Et quand on s'est lancé, quand on a créé sa start-up, là, on a moins d'1 an, on a un peu de capital et on a encore de la faisabilité, de la maturation, un POC. Et là, on peut accompagner financièrement par une subvention qui s'appelle la Bourse French Tech Émergence. Donc pour vraiment tout ce programme de R&D en amont et pour donner le premier coup de pouce, parce que c'est une subvention, on partage vraiment le risque avec la start-up. Et donc on a cette Bourse French Tech Émergence qui existe. Dans la catégorie des concours, pour continuer, dans ce continuum, c'est le concours iLab
Donc là, c'est un concours national assez sélectif, tous les ans au mois de février. Donc là, on est dans la continuité du programme de R&D où il y a des besoins plus importants en financement puisqu'on est encore sur une subvention, donc toujours du partage de risques avec les porteurs de projets ou la start-up nouvellement créée. Et la subvention peut aller jusqu'à 600 000 € dans ce concours assez sélectif, mais en tout cas qui permet aussi de donner ce coup de pouce financier. Dans la catégorie du concours, je passe assez vite sur le concours Innov, puisque là on est plutôt sur des structures plus matures, des PME, des startups, où là on va les accompagner vraiment dans leur phase de croissance, voire à l'international. Donc sachez qu'il existe ces 3 concours à disposition des startups Deep Tech. Alors vous le verrez dans cette table ronde, on est entouré aussi d'investisseurs, de fonds d'investissement. Et donc le nerf de la guerre, c'est le financement, mais c'est aussi de trouver des fonds quand on est une jeune entreprise. Et BPI accompagne un peu cette première levée de fonds en seed avec des obligations convertibles spécifiques aux startups Deep Tech. Donc c'est des obligations convertibles French Tech Seed. Où les lauréats iLab ou les labellisés Deep Tech sont éligibles et on peut les accompagner jusqu'à 2 fois maximum la levée. Donc c'est vraiment ce premier coup de pouce. Et enfin, le dernier produit très spécifique Deep Tech, c'est l'aide à l'innovation Deep Tech. Toujours pareil, on a maturé, on a fait sa faisabilité, on a commencé à lever des fonds et là on continue à partager le risque pour la levée des verrous technologiques auprès de l'entreprise avec l'aide à l'innovation Deep Tech qui finance la R&D. Et pour conclure sur les produits hors Deep Tech, parce qu'on ne s'arrête pas là, et on vous accompagne également quand la structure est créée il y a quelques années dans l'industrialisation, dans les levées de fonds et également ensuite dans la croissance. Puisqu'on sait que les entreprises Deep Tech ont un time to market assez long. Et donc, on est là aussi avec des prêts sans garantie, même quand la structure n'est pas rentable. Donc, on a vraiment ce continuum d'accompagnement de la création jusqu'à la croissance. Et effectivement, il y a des chargés d'affaires qui accompagnent les porteurs de projets, les entrepreneurs dans ce parcours de financement pour les identifier plusieurs solutions. Alors, soit auprès directement des incubateurs, des accélérateurs qui vous accompagnent, auprès de nous, acteurs de l'écosystème, la French Tech Paris-Saclay qui également vous met en relation avec des chargés d'affaires ou tout simplement directement auprès de du site web de BPI France, Mon BPI France qui vous permet du coup d'avoir un accès directement avec un chargé d'affaires qui vous suivra tout au long de votre parcours. Après avoir vu ces fonds publics qui effectivement interviennent en tout cas sur cette partie-là Deep Tech en démarrage et en croissance d'entreprise, je vais donner maintenant la parole à un fonds privé qui est représenté ici par Céline, le fonds Elaya. Céline, peux-tu nous dire déjà quel est l'ADN d'Elaya, quel type de projet dans lequel vous investissez et quels sont aussi les différents conseils que vous pourriez donner à des porteurs de projets, à des entrepreneurs ici? Oui, tout à fait. Merci Nadia. Donc en effet, Elaya, c'est un fonds d'investissement qui existe depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Donc on a vu avec Gabriel que BPI France avait plusieurs types de financement pour les startups en création. Et un autre moyen de se financer, c'est d'aller voir des fonds d'investissement qui vont investir en capital. Donc c'est ce que fait Elaya depuis 20 ans maintenant. On était assez précurseurs dans l'investissement. Notre ADN a toujours été d'investir dans des projets très technologiques. C'est pour ça qu'on a notre fonds historique qui est le fonds Digital Venture qui investit dans des projets dans le digital qui ont des modèles B2B et qui sont très jeunes. On est vraiment spécialisé sur l'early stage. Donc ça, c'est notre fonds historique qui va mettre du coup des tickets d'investissement entre disons 1,5 million et 15 millions d'euros en premier ticket. Donc c'est un fonds qui va investir disons à partir d'un gros tour d'amorçage jusqu'à de la série B. Et un peu plus récemment, on a lancé une deuxième équipe chez Elaya qui est l'équipe Deep Tech. Donc c'est l'équipe dans laquelle moi je suis. Et cette équipe gère 2 fonds d'investissement qui sont d'ailleurs tous les 2 en partenariat avec des laboratoires de recherche ou des partenaires académiques. Il y en a un qui est en partenariat avec PSL, Paris Sciences et Lettres, donc c'est un regroupement d'écoles et de laboratoires de recherche, et le deuxième qui est en partenariat avec l'INRIA. Et donc l'idée de ces 2 fonds, c'est d'investir très très tôt dans les projets, donc vraiment en phase de pré-amorçage et d'amorçage.
Donc on va très tôt dans les labos pour discuter avec les porteurs de projets, pour identifier les équipes prometteuses, les belles technologies, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on va investir. Donc c'est pour ça que maintenant chez Elaya, on investit en pré-seed et en seed sur des projets tech et deep tech qui ont des modèles principalement B2B. C'est vraiment notre focus. Donc aujourd'hui, spécifiquement sur la deep tech, on gère donc ces 2 fonds. On a aujourd'hui 140 millions d'euros en cours de déploiement et donc on a investi dans une grosse trentaine de sociétés deep tech. Ce qui est intéressant dans l'équipe Elaya, c'est qu'on est une quarantaine de personnes et qu'on est bien répartis entre des personnes qui viennent du monde de la science et de la technologie, pour un tiers d'entre nous, un tiers qui viennent de l'entrepreneuriat, donc qui ont créé des sociétés, qui les ont revendues, donc qui ont cette expertise-là, et un tiers qui vient du secteur de la finance. Et donc ça nous permet de bien comprendre les projets tech et d'avoir vraiment cette envie d'aller dans les labos pour détecter les belles pépites. Ce qui est intéressant aussi, une question qu'on nous pose souvent, c'est du coup, quand vous rencontrez un projet, quels sont vraiment vos critères de sélection des projets dans lesquels vous allez investir. Donc je vous ai mis quelques points là, alors ça va être vraiment rapide, mais en gros nous ce qu'on regarde c'est est-ce que la problématique qui est adressée par la start-up est une problématique qui est importante, qui est massive, qui est partagée par un grand nombre de clients potentiels. D'ailleurs ça rejoint un peu le point du marché, est-ce que le marché adressable est vaste, est-ce que c'est un marché international, est-ce que c'est un marché qui est en forte croissance, ça c'est des sujets qui sont importants pour nous. Est-ce que la technologie qui est développée par la société par l'équipe est un différenciant important? Est-ce que c'est un asset qui est vraiment fort pour la start-up? Est-ce qu'ils ont compris quelque chose de différent par rapport à ce qui existe sur le marché, des choses comme ça? Et enfin, le point que j'ai mis en dernier, c'est l'équipe, mais en fait c'est le critère numéro 1 pour les investisseurs early stage, c'est est-ce que l'équipe déjà est constituée? Est-ce que l'équipe est compétente, bien sûr? Est-ce qu'ils ont les compétences qu'il faut pour mener à bien ce projet? Et surtout, est-ce que l'équipe est complémentaire? Est-ce qu'on a à la fois les compétences tech, mais aussi les compétences business? Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent le marché dans cette équipe-là? Est-ce qu'ils exécutent bien, etc. Et donc tout ça, quand on regarde ces 4 critères-là, et s'ils sont remplis par l'équipe et par le projet, c'est une start-up qui va nous intéresser, dans laquelle potentiellement on pourrait investir. Merci Céline. Et effectivement, ces différents points, on va les voir plus concrètement avec les témoignages de nos 2 start-upers ici présentes. Avant tout, je souhaiterais donner la parole à Damien cette fois-ci sur le fonds de Supernova. Est-ce que tu peux d'ores et déjà nous donner un peu l'ADN, encore une fois, de ce fonds, avant de revenir peut-être plus en détail sur le parcours que vous proposez? Oui, tout à fait, Nadia. Donc, alors, les fonds de Supernova, puisqu'en fait, nous avons 8 fonds sous gestion, en société de gestion, et on a du coup la chance de gérer beaucoup de fonds en parallèle. Des fonds qui sont très early pour certains, donc vraiment liés à l'amorçage technologique, comme le fait très bien Elaya. On travaille, on est vraiment confrères. Hein. L'idée que les fonds soient concurrents, c'est pas vrai. On est vraiment partenaires. On aime bien co-investir ensemble, et nous travaillons fréquemment avec Elaya notamment. Donc on a effectivement des fonds d'amorçage, des fonds plutôt de série A, série B. Donc là, ça viendra un peu plus tard dans le développement de vos startups. Et puis plus récemment, depuis 2021, des fonds plutôt de capital croissance. Donc on appelle des fonds de grosse, capables de mettre des tickets de l'ordre de 10 à 20 millions d'euros. Donc là, c'est pas pour demain, c'est plutôt pour après-demain pour vous, mais je vous le souhaite bien évidemment. Et donc là, on opère sur les tours qui font généralement 50 à 100 millions d'euros, donc des très gros tours d'investissement. Donc Supernova Invest, c'est 420 millions d'euros sous gestion. Et finalement, c'est plus de 20 ans d'expérience en deep tech. On a un ADN très, très deep tech. On ne fait que de la deep tech. La genèse de Supernova, c'est ce investissement en 99. Le CEA, en 99, réalise qu'il y a beaucoup de technologies deep tech, dont certaines font sens d'être valorisées par voie de création de start-up, mais qu'il manque de capacité de financement, de capacité d'accompagnement pour les projets deep tech. Alors c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui parce que le BPI a fait un travail formidable pour associer davantage d'outils d'accompagnement au projet Deep Tech, mais ce n'était pas le cas en 99 et du coup le CEA avait créé ce investissement. Donc 99, création de ce investissement qui existe encore aux côtés de Supernova Invest, on va y revenir, mais c'est vraiment là la genèse de Supernova.
En 2013, le modèle a évolué avec un premier fonds géré pour compte de tiers. Donc c'est de l'argent finalement apporté par des tiers, notamment la BPI, qui a financé à hauteur de 30% ce fonds, mais aussi EDF, aussi Safran par exemple, ou Michelin pour ne citer que, des industriels qui sont venus finalement accompagner la capacité d'investissement de Supernova Invest pour augmenter d'autant plus la capacité d'investissement. Donc en 2013 déjà, on était en mesure d'accompagner toujours les startups, les spin-offs du CEA, mais aussi des spin-offs issus d'autres centres de recherche, CNRS ou autres notamment, et puis finalement de s'ouvrir à d'autres startups. Pour vous donner, c'était une question de Nadia, pour vous donner une estimation finalement de ratio d'accompagnement, on accompagne aujourd'hui 40% de startups issues ou liées au CEA et donc 60% qui n'ont pas de lien direct avec le CEA. Donc pas besoin d'être lié au CEA pour venir chez nous. On est ravis d'accompagner le CEA, mais pas uniquement de façon évidente. En termes de domaine d'investissement, on investit sur quasiment tous les domaines deep tech, hors la biotech. C'est le seul domaine dans lequel on n'investira pas, mais il y a de très bons financeurs qui le feront très bien sur la place. Donc on investit historiquement en technologie du digital avec le CEA Leti. On a 22 startups en portefeuille et 17 sorties réalisées dans le domaine. Alors les sorties en technologie digitale, c'est principalement auprès de la vente auprès de grands groupes, ST Micro, Intel ou autres. On a eu même la chance de vendre une société à Apple, on ne pourra pas la nommer, mais du moins effectivement c'est une exit plutôt réussie, bien évidemment. On investit aussi dans l'industrie 4.0. Alors là, c'est un domaine beaucoup plus compliqué, l'industrie 4.0. On est peu de financeurs sur la place en France à investir en industrie 4.0, donc c'est un domaine qui nous est cher. Et vraiment, si vous avez des dossiers industrie 4.0, pensez à nous parce que je pense qu'il y a peu de fonds qui investissent dans ce domaine. Et nous, on le fait avec plaisir. Donc on a 18 sociétés en portefeuille et 2 sorties à date. Depuis 2013, on investit aussi dans le domaine de la santé. 2007, c'était bien ça, avec 14 sociétés en portefeuille et 9 sorties. Et puis, depuis 2013, dans les domaines de l'énergie et de l'environnement, notamment Power Up, puisqu'on accompagne Power Up, on est investisseur dès le premier tour dans Power Up. Et donc, effectivement, ça rentre dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, avec 10 startups en portefeuille et 6 sorties. Ça pour vous dire finalement qu'on a accompagné plus de 100 startups depuis 1999 et on a fait finalement 34 sorties en plus de 20 ans, en 23 ans. Donc le premier takeaway qu'on aura, c'est de se dire que finalement que le deep tech c'est long. C'est long, ça prend du temps avant qu'il y ait une sortie, avant qu'il y ait un exit. Et donc il faut trouver des investisseurs qui sont capables de prendre ce temps finalement. Donc la BPI, Elaya, Supernova, on est effectivement des financeurs au long cours. On prend le temps de l'investissement et on est patient à vos côtés. On est patient sur une exit qu'on sait être plutôt à 5-10 ans. Et contrairement dans le digital où on peut aller sur des cycles beaucoup plus courts, la deep tech c'est long. Par contre, l'avantage de la deep tech, c'est qu'ici, il y a un chiffre que je ne vous donne pas, qui est le nombre d'échecs. Combien de startups, finalement, ont coulé purement et simplement? Sur combien de startups on a perdu notre argent? En fait, il y en a très peu. Il y en a très peu parce que quand vous avez une bonne barrière à entrée, et je pense que c'est un des points, effectivement, dont Céline parlait, la bonne barrière à entrée, eh bien, finalement, c'est une asset technologique forte. Et donc, même si la sortie n'est pas excellente, il y a de toute façon une asset technologique à revendre. Et donc, dans tous les cas, on sortira dans des conditions pas trop mauvaises. Et donc, finalement, les échecs sont rares. Et ça, effectivement, c'est peut-être le deuxième takeaway, c'est que c'est long, mais le risque est beaucoup plus faible qu'en digital pur ou qu'en B2C pur, où ça peut payer très vite, mais l'échec peut être aussi assez foudroyant. Le dernier point, effectivement, et là je rejoindrai complètement Céline, c'est que bien évidemment, on investit sur une barrière à l'entrée. Pour ça qu'on travaille beaucoup avec le monde académique. On investit sur une équipe et on investit beaucoup sur un business model. Et là, je laisserai Abby, je laisserai bien évidemment les entrepreneurs en parler. Mais trouver son marché, c'est compliqué. Trouver son modèle économique, c'est compliqué. Et c'est tout l'enjeu de l'investissement. C'est qu'on n'attend pas nécessairement que vous veniez vers nous ab initio en ayant trouvé la solution. Mais notre objet, c'est de travailler avec vous pour que vous trouviez votre marché. Merci Damien. Effectivement, on va justement rentrer maintenant dans le concret avec deux parcours. Le premier parcours d'Alix qui a été proposé pour la start-up Diam Concept. Alix, peux-tu justement nous dire les différentes étapes qui ont marqué, en tout cas Diam Concept, en termes de financement? Merci Nadia, oui. Donc, Diam Concept a été créé en 2016, en mai 2016, donc on vient de fêter nos 6 ans. Alors, je vois rien du tout de la slide, mais normalement, je dois m'en souvenir. Tu connais par cœur, bien sûr, oui. Alors, au tout début, en fait, on a eu des love money. Ça, c'est très important. C'est les familles et amis qui ont mis de l'argent sur la société parce qu'ils croyaient en nous. Et très rapidement également, nous avons eu le concours iLab. Et alors, ce qu'il faut savoir pour iLab, c'est que si on n'a pas
de l'autre côté un peu d'argent, en fait, on risque de perdre au bout du cours, on risque de perdre finalement l'argent. Alors, comme la BPI est très sympathique, on peut aussi demander des délais et donc continuer à se débrouiller sur 3 ans au lieu d'1, par exemple, pour réussir à justement avoir le complément d'argent qu'il faut pour pouvoir dépenser, j'espère que je suis claire, l'argent gagné à la BPI, au concours iLab. Ensuite, nous avons eu des Love Money et on a eu aussi des investisseurs à partir de 2018, pas de façon très très importante, mais ceci nous a permis d'avancer, d'avoir des prêts bancaires, d'avoir aussi un fonds d'amorçage de la BPI, d'avoir également tout ce qui est, comment dirais-je, prêt d'honneur. Ça, il ne faut pas les négliger parce que même 10 000, 20 000, 50 000 euros en prêt d'honneur, eh ben, c'est justement au moment où on en a besoin. Donc là, il y a Scientipol aujourd'hui. Enfin, ça s'appelle maintenant Wilco, pardon. Et il y a aussi le réseau Entreprendre qui permet d'avoir des prêts d'honneur. Et de façon très bizarre, nous avons même eu d'Airbus, mais Airbus est très particulier. C'est parce qu'il voulait revitaliser en fait le secteur puisqu'il quittait Suresnes. Mais ceci existe, donc il faut regarder dans la région s'il n'y a pas des industries qui partent et qui peuvent vous aider parce qu'ils doivent un petit peu le faire. Et de fil en aiguille, on a continué à avoir pas mal de prêts. On a eu aussi une grosse levée de fonds juste après le Covid. Alors le Covid, je ne vous raconte pas, c'est un vrai problème. C'est 1 an de retard, ce qui n'est pas très agréable pour une start-up. Et donc là, on a eu 5 millions et quelques pour pouvoir réellement monter des installations. Donc tout ça nous a amené jusqu'à maintenant. Et jusqu'à l'année dernière, on a eu un prêt d'innovation de la BPI. Encore, merci BPI. Et cette année, on a encore eu une augmentation de capital qu'on est en train de finir là maintenant, d'un peu moins d'1 million. Voilà, c'est intéressant, on voit la complémentarité des différents types d'aides. Effectivement, là, on met à l'honneur les fonds publics, BPI France et certains fonds privés. Il y en a d'autres, les prêts d'honneur, les Love Money, par exemple. Si on revient sur 2 call to action qu'a mentionné Céline et Damien, justement, venez nous voir, on investit là-dedans. Alors, comment se passe justement ce lien entre l'entrepreneur et les fonds? Alors, est-ce que c'est, dans ton cas concret, Alix, est-ce que tu es allé chercher des fonds? Est-ce qu'on t'a sollicité? Ils t'ont sourcé? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours? Alors, déjà, ce qui est important aussi, c'est les incubateurs. Donc, Diam Concept, on a été d'une part chez Agoranov et d'autre part Incub'Alliance. Donc, eux, ce qui est bien, c'est qu'ils nous expliquent quand même comment ça fonctionne. Incub'Alliance fait même une formation. Pour les fonds, moi j'étais quand même sur un projet assez particulier parce que les diamants, c'est la haute joaillerie et à côté de ça, pourtant on est deep tech et on est surtout très proche de l'environnement, de la réduction de très bas impact carbone et tout ça. Mais ça, c'était très très difficile. Personne nous écoutait là-dessus alors que c'est hyper important en fait, surtout en France. Enfin en France, on est les meilleurs là-dessus compte tenu justement sur l'impact carbone, je veux dire, compte tenu à la prise, compte tenu d'un pays décarboné. Par contre, dans les autres pays, ils vont faire ce que nous on dit plutôt, ils vont acheter. C'est un peu du greenwashing, quoi. C'est pas de la réalité green, mais bon. Donc nous, pour dire très clairement, c'était pas très facile de se faire écouter par des fonds qui ont l'habitude de financer du stockage de CO2 ou des choses comme ça. On était complètement à côté. Mais à un moment donné, on a rencontré des bonnes personnes qui étaient soit intéressées par l'objet diamant, soit intéressés, soit des industriels en fait, et un fonds. Donc là, on a un peu été aidés quand même, très clairement.
Donc effectivement, l'aide et le conseil, c'est des choses très importantes dans cette partie de négociation. Si on peut revenir, par exemple, Damien, vous, comment vous sourcez les startups dans lesquelles vous êtes prêt à investir? Alors on a la chance d'avoir une relation particulière et privilégiée avec le CEA. Donc, effectivement, par nature, on verra toutes les spin-offs issus du CEA. Donc c'est déjà une première source de deal flow, c'est une vraie chance. Et après, on a typiquement encore hier la BPI qui nous envoie beaucoup de projets de start-up. Donc on essaye on contribue au concours iLab. Donc on est membre du jury iLab, ce qui nous permet de voir les belles start-up deep tech qui vont sortir dans les années qui viennent. On essaye effectivement aussi d'être sur tous les événements. Donc on est là aujourd'hui, c'est l'occasion de vous rencontrer aujourd'hui. Et voilà, donc c'est plutôt par le réseau et aussi par la notoriété, notamment l'industrie 4.0, j'en parlais tout à l'heure. Je pense qu'on est peu d'acteurs dans l'investissement dans le domaine. Donc on pense à nous, dans le semi-conducteur aussi. Donc il y a la notoriété et puis le réseau et puis l'aide de la BPI, une fois de plus, qui est très moteur par rapport à tout cela. Merci, après, Damien. un point quand même, c'est que nous, typiquement, on va investir sur 4 projets startup par an. Donc, on est très sélectif et je pense que l'AIA, c'est pareil. Donc, je peux comprendre. Voilà. Donc, on a beaucoup de fonds sous gestion, mais l'idée des investisseurs deep tech, c'est d'investir sur peu de startups, mais d'investir massivement. Donc, nous, généralement, on mettra 1,5 million au premier tour, mais un premier tour qu'on veut être en général de 3 à 6 millions d'euros. Donc, on va vraiment sélectionner les gros projets et on va investir sur peu de projets. Donc, c'est 4 par an en général chez Supernova, en early stage. On fait 12 nouveaux investissements par an, mais en early stage, en amorçage, c'est 4 par an. Merci Damien. Concrètement, Céline, une start-up qui vient vous voir, comment vous la considérez prête? Alors, outre les différents conseils dans lesquels vous nous avez highlighté la team, le business model, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'elle doit vous remettre? À quel moment? Est-ce que c'est par mail? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est lors de ce type d'événement? C'est vrai que c'est une bonne question de savoir à quel moment contacter des fonds et comment le faire. Comme disait Damien, on reçoit énormément de sollicitations chaque année. Nous, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est peut-être 2000 startups avec qui qu'on étudie, qu'on analyse, avec qui on discute pour une quinzaine d'investissements. Donc c'est vrai que l'entonnoir semble très restreint. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que chaque fonds a vraiment sa spécificité, sa thèse d'investissement, des domaines particuliers qu'il va regarder. Il y en a qui vont faire plutôt de l'early stage, d'autres du late stage. Certains qui sont plus B2B, B2C, deep tech, pas deep tech, etc. Donc il faut bien, quand on contacte un fonds, il faut bien comprendre quelle est sa thèse d'investissement. Est-ce que mon projet peut rentrer dans cette thèse-là? Et si oui, je le contacte. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fonds qu'on regarde, mais qui n'entrent pas vraiment dans notre thèse. Et du coup, le retour est assez rapide. Donc déjà, la première chose, c'est savoir, en effet, est-ce que je rentre dans la thèse d'investissement de ce fonds-là? Et ensuite, à quel moment est-ce que je le contacte en parlant de mon projet? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour lever des fonds? Donc, est-ce que je suis crédible sur justement les 4 points que nous, on regarde? Donc, l'équipe, la problématique, la connaissance de mon marché. Est-ce que je me sens prêt à lever des fonds et est-ce que je me sens prêt à dépenser cet argent? Parce que c'est une chose de lever des fonds, mais ensuite il faut dépenser cet argent intelligemment et expliquer ce qu'on va faire de ces quelques millions d'euros, qui on va recruter, pourquoi, quel est le plan d'investissement, quel est mon objectif à court, moyen, long terme, quelle est mon ambition, quelle est ma vision. Et donc, il faut contacter des fonds quand on peut répondre à toutes ces questions-là, de pourquoi est-ce que c'est maintenant que je lève des fonds, pourquoi est-ce que le momentum, c'est aujourd'hui, et pourquoi est-ce que ce projet, il ne fallait pas le monter il y a 3 ans, et ça ne sera pas non plus dans 3 ans, mais c'est vraiment maintenant. C'est des questions qui sont vraiment importantes pour nous, quoi. Et puis après, pour la prise de contact, comme disait Damien, il y a plusieurs canaux qui sont possibles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui nous contactent et on sent qu'ils ont contacté vraiment tous les fonds de la place sans savoir précisément si ils rentrent bien dans la thèse d'investissement ou pas. Donc là, le taux de transformation, il est assez faible. Ça fonctionne plutôt par des intros, par des participations à des événements, du réseau, etc. Merci Céline. On va passer maintenant à un dernier retour d'expérience avec un retour critique assez intéressant puisque on a ici présent Abi qui est président de Power Up et qui a rejoint Power Up il y a quelques mois maintenant. Donc vous n'aviez pas forcément vécu l'ensemble de ce parcours. Vous allez peut-être nous dire quelques mots avant de peut-être vous donner un peu votre ressenti déjà en voyant cette timeline. Est-ce que vous pouvez nous remettre quelques informations importantes concernant les fonds privés et la relation que vous avez eue avec Supernova? Je peux commenter la relation que j'ai eue avec Supernova depuis 6 mois, qui est extrêmement bienveillante et constructive.
Les ayant comme représentant à mon conseil d'administration, je peux voir que l'accompagnement est vraiment dans la définition de la stratégie et les conseils pour l'exécution. Donc je dirais que c'est vraiment une collaboration bienveillante, c'est le terme qui me vient spontanément en tête. Et l'avantage d'avoir un fonds comme Supernova, comme tu l'indiquais Damien, c'est la relation au temps. Effectivement, pour moi, ce qui me marque par rapport à mon expérience pour PowerUp, qui n'a que 6 mois, effectivement, mais qui est une expérience du monde de l'innovation plutôt dans le digital par le passé, c'est cette relation au temps pour la Deep Tech. L'entreprise a été créée en 2017 comme une spin-off du CEA, la rencontre d'un chef de labo du CEA avec un entrepreneur qui était dans l'éclairage industriel, une société qui s'appelle Lumila, qui décide de créer une société qui est spécialisée dans le diagnostic d'état de santé des batteries au lithium, leur état de sécurité et le pilotage de leur charge et leur décharge pour accroître leur durée de vie. Donc le champ d'application est extrêmement large. Et par rapport à ce que tu disais de Damien et toi aussi, l'enjeu était vraiment de trouver le marché, le cas d'usage qui pourrait être pertinent. Et le plus gros danger pour une start-up, c'est de se disperser. Quand le champ des possibles est extrêmement important, la façon d'échantillonner ce champ des possibles est extrêmement critique. Et souvent, un des dangers des acteurs de la deep tech, c'est de regarder ce que la technologie peut faire, ce que j'appellerais moi une approche inside out. Alors que l'enjeu, c'est d'essayer de choisir ces batailles, de les transformer le plus vite possible, et ensuite d'essayer de croître et de se diversifier. Ça, c'est mon retour d'expérience. Est-ce qu'on peut dire que le fonds, justement, vous aide sur ce recadrage, si je puis dire, de ce marché, l'accès à ce marché, la corrélation avec ce marché? Les fonds ont cette capacité de le faire, mais en même temps, le fonds ne se substitue pas aux dirigeants. C'est-à-dire que le fonds, même s'il a une position, dans le cas de PowerUp, les fonds privés représentent plus de capital que les fondateurs. L'enjeu est ne pas d'avoir une approche que je qualifierais de castratrice, excusez-moi l'expression, d'être plutôt là en support et en conseil, mais ne pas se substituer aux dirigeants. Donc il y a aussi ce phénomène d'apprentissage, et d'ailleurs quand on voit l'échelle de temps, très intéressant de voir que sur les phases que tu as présentées, les 2 premières phases ont été complètement exploitées pour chercher des fonds pour d'accompagnement au début, la bourse French Emergence par exemple, les concours qui permettent de financer des prototypes, ensuite des financements d'expérimentation en grandeur réelle. Donc on est vraiment passé par toutes ces phases. L'enjeu maintenant est vraiment la phase d'industrialisation, de commercialisation, de croissance, et c'est pour ça que je rejoins l'entreprise. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on est dirigeant d'une entreprise, les fonds sont en support, ils sont promoteurs d'idées, parfois ils challengent à juste titre, mais in fine, c'est les dirigeants qui dirigent, et c'est pour ça que c'est fait comme ça d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, pour compléter, en fait, un fonds, son métier n'est pas de répondre aux questions, c'est de poser la bonne question, en fait. Et donc, effectivement, on ne connaît pas directement le marché, on a une perception à travers le CEO, à travers les entretiens qu'on a, mais c'est vraiment la société qui doit trouver son marché. Nous, on est là pour prendre du recul, pour poser les bonnes questions et pour vous aider à trouver les bonnes réponses. Pour moi, c'est la notion de sparring partner, c'est comme ça que je le vois un petit peu. On va peut-être passer la dernière parole à Alix, le ressenti justement sur ce parcours, parce que là, quand on regarde la flèche de temps, et je pense que tout le monde a ce retour, on a l'impression que c'est un parcours du combattant. Comment tu as vécu, toi, tout ce parcours de levée de fonds public, privé? Est-ce que tu penses que si tu devais refaire ce parcours, est-ce que tu penses que tu aurais, je sais pas, fait appel à d'autres types de conseils? Est-ce que voilà, tu étais assez armé ou pas pour être... Donc j'ai oublié de dire une chose, c'est que Diam Concept est une spin-off du CNRS en fait. Donc j'avais créé la première équipe de recherche en France, travaillant sur l'élaboration de diamants par plasma. Et donc, bon, ça c'est quand même important parce que l'hébergement au CNRS a été très important. L'université a payé mon salaire aussi. Enfin, il y a des tas de petites choses très importantes qui fait qu'une start-up va vivre en fait. Et alors, je pense que j'étais pas particulièrement armée. Par contre, je pense que j'ai pas tout à fait froid aux yeux. C'est-à-dire que, bon, je suis sur une passion, donc les choses me semblaient naturelles, presque naturelles.
Au début, j'avais monté et dirigé un laboratoire d'excellence. Et en fait, on avait eu, enfin pas pour la société, hein, il a fallu qu'elle la rachète, mais on avait de l'argent valorisation, plus des contrats qui ont permis, le tout début, plus les Love Money, plus iLab, etc., qui ont permis de démarrer. Et puis après, bah, c'est vrai qu'il y a eu des jours, on était un peu juste, quoi. Mais bon, il faut aussi multiplier. Alors, je suis d'accord sur le fait de ne pas se disperser, mais il y a un moment donné, il faut, je pense quand même, ne pas oublier qu'il n'y a pas qu'une application. Parce que précisément, on peut avoir accès à des subventions, surtout quand on est un secteur comme celui du diamant, qui est quand même très particulier. Et donc, qui est très particulier pour la joaillerie. C'est pas dans les deep tech, c'est assez particulier. Et je trouve que c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de la diversification. Mais ça marche bien parce que c'est complètement dual ou mixte. C'est-à-dire une recherche deep tech, une recherche high-tech sur une application high-tech, c'est la même que sur la joaillerie. Voilà, donc c'est aussi important ça. Merci. On va finir là-dessus, si vous le voulez bien, pour laisser la place aux questions. Auprès de l'audience, avez-vous des questions à poser à nos intervenants ? Non ? Dans 3, Pas hésiter. 2, 1. Ok. Écoutez, je vous remercie. Je remercie à l'ensemble des intervenants ici présents pour le partage d'expérience. Si vous avez des questions et que vous êtes un peu timide de les poser ici devant tout le monde, n'hésitez pas à les rencontrer lors de ce temps de networking. Je vous remercie. Merci Nadia. Merci. Merci. Bonne journée.